Emmanuel Macron fait-il déjà campagne avec le carnet de chèques de la France? C'est notre débat d'actualité. J'accueille François Patria, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur de la Côte d'Or, président du groupe Rassemblement démocrate, progressiste et indépendant au Sénat, la majorité présidentielle. Jean-Raymond Hugonet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur LR, les Républicains de l'Essonne. J'accueille également Stéphanie Villers, bonsoir. Bienvenue, économiste, vous publiez Crise économique 2020 vers un nouveau monde avec Henri Sterdignac, c'est aux éditions Economica, et Mathieu Croissando à mes côtés, l'éditorialiste des lundis et mercredis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Mathieu, heureux de vous retrouver. Évidemment, comme chaque soir où vous êtes présent dans Sens Public, c'est du bonheur. Le budget pour commencer, ensuite on élargira évidemment à toutes ces critiques concentrées contre le président de la République. Je reprends ce qui était dans le sujet à l'instant, le Haut Conseil des finances publiques par la voix de Pierre Moscovici, qui se dit incapable de rendre un avis pleinement éclairé. Est-ce que c'est un budget à trous, François Patria? D'abord, ce qu'a dit, et ce qui n'a pas été rapporté dans la presse, ce qu'a dit Pierre Moscovici, il n'a jamais qualifié ce budget d'insincère. D'habitude, vous savez, c'est l'attaque insincérité. Il a dit qu'il manque deux éléments importants dans le budget qui arriveront dans la loi de finances, forme d'amendement, le financement de la pacte de croissance, de la relance économique, et puis celui du contrat d'engagement pour les jeunes demain, qui ne sont encore pas finalisés, n'ont pas encore finalisé le financement. Il sera finalisé dans les jours qui viennent, et conformément à la loi constitutionnelle, ces amendements passeront dans la première lecture en loi de finances ici. Oui, mais ça donne un sentiment de flou. Non, ça donne le sentiment que il y a un engagement qui est pris pour les jeunes et il est nécessaire aujourd'hui, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur le carnet de chèques de la campagne, si vous voulez. Oui, bien sûr. On y reviendra. Je pense que là c'est un engagement qui est pris. Le chef de l'État a dit qu'il gouvernerait jusqu'au bout, qu'il réformerait jusqu'au bout, qu'il répondrait aux attentes jusqu'au bout. Là, il s'agit pour les jeunes de quelque chose d'important, réclamé par l'opposition d'ailleurs, par ailleurs, aussi bien à droite qu'à gauche, surtout à gauche en particulier. Et pour le pacte de la relance, la nouvelle relance, de croissance, là c'est nécessaire pour préparer la future croissance de demain et l'avenir. Voilà. Jean-Raymond Hugonet, ce flou, je reprends le mot, est-ce que ça vous inquiète? C'est autre chose qui m'inquiète. Parce qu'il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a les mécaniques de construction budgétaire, et François Patria vient de rappeler. Alors là, après, on peut jouer sur les mots. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est qu'on a un président de la République qui s'est toujours affiché comme un réformateur. Il n'a pas réformé grand-chose. Et surtout pas le budget. Puisque de façon constante, il est en déficit avec une dette abyssale. Et malgré cela, j'entends le ministre Bruno Le Maire qui parlait de responsabilité et de sérieux. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'on se moque des Français, parce qu'encore une fois, on leur parle du budget, ça passe comme une lettre à la poste, vous voyez, c'est un débat de spécialistes. Mais dans la France... C'est vrai, d'ailleurs, j'ai un peu hésité à démarrer, je vais être très honnête avec vous, sur l'analyse du projet de loi de finances et du budget, parce que c'est vrai que ça passe souvent... Mais on est tous honnêtes, moi je suis pas là pour avoir une critique frontale, chacun est dans son rôle, avec la petite phrase qui va bien. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Les gens que je croise dans mon département, et dans tous les départements, qu'est-ce qu'ils pensent du budget français? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que l'argent coule à flot, quoi qu'il en coûte. Et ils n'ont absolument plus, il y a encore pas si longtemps, des économistes renommés disaient « Oui, la dette, on va l'effacer ». Mais sincèrement, de qui se moque-t-on? On est devant quelque chose qui est vraiment complexe, difficile et pas facile à approcher. Mais il faut dire la vérité, on ment aux Français. Effectivement, le mot insincérité n'a pas été prononcé. Rappelons-nous qu'en 2017, Manuel Valls, dernier budget de François Hollande, a essayé de nous faire croire que le budget était sincère, alors qu'il s'est avéré après qu'il était insincère. L'insincérité budgétaire en tant qu'élu local... Est-ce que vous l'employez, vous, ce mot, sur ce budget? Non. Sincérité. Mais non. Parce que je ne suis pas dans la commission finance. Voilà, et donc on va regarder. En ce qui me concerne, je vais être particulièrement attentif au crédit sur l'audiovisuel public, parce qu'on nous mène en bateau depuis 5 ans, et c'est un des échecs d'Emmanuel Macron sur l'audiovisuel public. Mais ce que je souhaite, c'est que l'on explique aux Français réellement la situation dans laquelle se trouve le pays. Voilà. Bien compris. Stéphanie Villers, il manque un élément important pour analyser ce budget. C'est quoi? C'est la croissance? Oui, mais enfin, elle a été quand même anticipée, puisqu'il l'imagine, le gouvernement français l'imagine l'année prochaine à 4%. Donc au final, on va se retrouver en 2022 avec une croissance à 4% et un déficit aussi de 4%. Même chose pour 2021, la croissance est estimée à 6,25 et on aura... des chiffres réalistes, 6,25. Oui, 6,25, c'est... Voilà, on ira entre 6 et 6,25, 6,5. Là, vu les acquis de croissance qu'on a depuis le
début de l'année, on peut dire que sauf choc sur le quatrième trimestre, on est vers cette tendance-là. Pour autant, on va avoir un déficit public de 8,4%. Donc on est dans une situation complètement ubuesque où on a de la croissance, mais pour avoir de la croissance, on continue le déficit. C'est-à-dire que l'année dernière, on pouvait imaginer en pleine crise sanitaire avoir effectivement une croissance qui dégringolait à -8. Alors oui, bien sûr, il fallait un soutien budgétaire. Mais là, en situation de croissance, et il n'y a pas uniquement le gouvernement Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute la... Ce budget a été accueilli. On rejoint Quentin Calmet qui est en direct de la salle des conférences. Faites-nous un bilan, un résumé, Quentin. Oui, on a compris ici au Sénat que les débats étaient vifs, notamment parce que l'actualité sur ce budget, elle s'est passée au Sénat aujourd'hui. On l'a vu dans le sujet de Fabien Ricard, Pierre Moscovici qui était auditionné ce matin par la Commission des Finances. Et en ce moment même, ce sont Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, donc les ministres de l'économie et des budgets, qui sont auditionnés juste à côté du studio de Sens Public, d'ailleurs à quelques encablures, quelques mètres du studio de Public Sénat. Et donc, dans les couloirs du Sénat, on entend qu'il y a 2 types de reproches qui reviennent, notamment sur ces trous dans le budget qu'on évoque depuis le début de l'émission. Eh bien, pour les sénateurs, ça pose une question d'ordre démocratique. Écoutez le chef de file des sénateurs centristes ici au Sénat.
Si en plus c'est la Cour des comptes qui le dénonce d'abord, j'ai tendance à faire confiance à la Cour des comptes. Donc on travaille, vous le savez, depuis déjà des mois et même beaucoup de mois dans des conditions qui sont difficiles, dans l'urgence, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses. On va avoir ce budget, les deux budgets d'ailleurs, PLFSS et PLF, il faudrait qu'on ait la capacité à avoir un dialogue avec le gouvernement, avoir les vrais chiffres, savoir quelles sont les grandes orientations. Je crois que c'est un vœu pieux parce qu'avec les présidentielles qui s'annoncent, je pense qu'avoir le rythme des dépenses, on n'est pas prêt de voir le bout de ce budget. Voilà, et au-delà de cette méthode, Thomas, on s'étonne aussi de l'importance des trous dans ce budget, car ce ne sont pas des mesures anodines ou circonstancielles, mais bien des mesures à long terme. Donc ce plan d'investissement de 30 milliards sur plusieurs années et ce nouveau revenu d'engagement pour les jeunes, dont on ne connaît pas encore le détail, mais qui pourrait représenter 2 milliards. Écoutez l'agacement du président socialiste de la Commission des finances du Sénat. On est sur des mesures qui ont une vocation à être pérennisées. En tout cas, celle pour l'engagement des jeunes, très clairement. C'est 2 milliards d'euros. Oui, c'est 2 milliards d'euros, mais qui vont être pérennisés, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce sont des travaux préparatoires qu'il faut faire avant la présentation du budget. Même chose pour le plan d'investissement, qui est quand même de long terme. C'est quand même curieux qu'on n'ait pas, dès le budget, au moins, le coût pour 2022. Voilà, dernier élément que je voulais vous signaler, Thomas, et on vient de l'entendre avec la prise de parole de Claude Raynal, mais c'est que beaucoup de sénateurs évoquent l'échéance présidentielle. Ils sont pas naïfs, ils voient se profiler l'élection présidentielle. Donc pour eux, ils le disent, c'est bien, en vue de cette élection que ce budget a été présenté aujourd'hui. Merci Quentin pour cette analyse. Effectivement, on fait avancer ce débat vers ce thème de la campagne présidentielle, même si évidemment Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat. Je vous propose un florilège d'annonces, de mesures qui ont été faites par le chef de l'État lors de ces dernières semaines. Regardez. En 2022, le ministère de l'Intérieur verra ainsi son budget augmenter de près de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité. Nous allons créer le système de l'assurance récolte français. Et il va reposer sur 3 piliers. D'abord, la solidarité nationale. Et donc nous avons décidé qu'on mettra 600 millions d'euros par an en moyenne pour permettre de financer le système. C'est pourquoi le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. C'est pourquoi nous doublerons dès janvier le crédit d'impôt pour la formation de tous les dirigeants d'entreprises de moins de 10 salariés. Ce doublement est un début et il est indispensable. Voilà, on n'a pas mis tout, parce qu'il y en aurait évidemment quelques autres. Stéphanie Villers, est-ce que vous diriez que c'est un budget de campagne électorale ? Bien évidemment. En plus, en fait, il est totalement inédit parce que pour une fois, en fait, le pacte de stabilité a été suspendu jusqu'à fin 2022. Alors, le pacte de stabilité, vous savez, c'est Bruxelles qui nous impose à maintenir une certaine forme de rigueur budgétaire. Donc là, on fait on n'a plus cette épée de Damoclès de Bruxelles jusqu'à fin de l'année prochaine. Donc, c'est normal que le gouvernement en profite et il profite largement en annonçant des mesures à venir qui pourraient intéresser l'électorat. Je pense que n'importe quel président en ferait autant. Ça, c'était important de vous laisser aller jusque-là. Effectivement, Mathieu, si on regarde un peu dans le rétroviseur, c'est pas nouveau. Non, alors c'est pas la première fois, c'est même un grand classique des campagnes électorales. Tenez, si je vous dis, à chaque sortie ou presque, et il sort beaucoup, le président de la République a le geste généreux. La politique des cadeaux tend à devenir une habitude. Chaque dimanche, à chaque occasion, des milliards sont distribués. Parmi toutes les déviations institutionnelles auxquelles nous assistons, celle-ci est l'une des plus graves. Qui a dit ça ? Claude Labbé, on est en décembre 1980, il est à la tête du groupe RPA à l'Assemblée et il vise Valéry Giscard d'Estaing, à qui on reproche des gestes pour les agriculteurs, pour les veuves, pour les PME. Je vous en donne une autre. Depuis le début de l'année, il a déjà dépensé en cadeaux divers ce que la croissance ne lui a pas encore donné. Cela représente 6 milliards de dépenses en plus. Là, nous sommes en mai 2016, c'est François Fillon à propos de François Hollande. La droite, à l'époque, dénonce une politique du chéquier, ça vous dit quelque chose, c'est exactement le même argument, et promet de mettre en place un compteur pour lister les cadeaux et les chèques remis à chaque catégorie sociale en vue de l'élection. Le compteur, il va peut-être ressortir là dans les prochains jours, on ne sait jamais. Est-ce que c'est un argument de campagne pertinent ? Non, c'est un peu bidon pour 3 raisons. D'abord, parce que les Français ne se soucient guère de l'orthodoxie budgétaire. Alors, il y a le contexte en plus bruxellois qui nous y autorise. On peut s'en désoler ou on peut en rire, mais en tout cas, les déficits publics, la dette, ça passionne pas les Français, sauf quand ça se traduit
aujourd'hui en hausse d'impôts, ce que l'exécutif, bien évidemment, se refuse à engager. Ensuite, parce que l'argument, il est d'une certaine façon réversible. Et on en a parlé aussi tout à l'heure. Les mêmes qui critiquent l'exécutif d'être trop dépensier, eux font passer l'ardoise magique sur leurs propositions et promettent monts et merveilles. Et puis ensuite, parce que parfois, même quand l'exécutif veut pas dépenser, l'opposition est un peu pousse au crime. Souvenez-vous, hein, on est le 14 juillet 99. La croissance est revenue et Jacques Chirac tense Lionel Jospin en disant qu'il y a une cagnotte cachée et qu'il faut rendre aux Français le fruit de la cagnotte, alors qu'on a quand même un budget en déficit, une dette à 60%, et Lionel Jospin se retrouve contraint et forcé de faire des cadeaux malgré lui. Faire des cadeaux, est-ce que, il faudrait que ce soit efficace, est-ce que c'est bon pour se faire réélire? Alors c'est là que ça devient très amusant, parce que la réponse est non. C'est bien simple, hein. Tous ceux qui tenaient les cordons de la bourse et qui se sont présentés ont été battus depuis 40 ans. On peut regarder, hein. 1981, Giscard, il est battu. 88, c'est Chirac qui tient les cordons de la bourse à Matignon, il est battu. 95, Balladur, il est battu. Et on peut continuer comme ça. 2007, Villepin, il ne peut pas y aller. 2012, Sarkozy, il est battu. Et je ne vous raconte pas François Hollande derrière. Donc c'est quelque chose quand même il en va ainsi de tous les bilans, hein, qu'ils soient généreux ou non. Tout ce qui n'a pas été fait vous est reproché. Tout ce qui a été fait est oublié. Et c'est visiblement une règle d'or qu'a oublié Emmanuel Macron. L'essentiel, et je crois, moi je partage ce qui vient d'être dit, mais dans vos citations historiques, vous auriez pu un élément qui est révélateur sur ce que c'est que le budget. Le budget 2018. Olivier Dussopt, alors député socialiste, vote contre la confiance à Édouard Philippe et vote contre le budget. 6 jours après, il est nommé au gouvernement, il vient défendre ici. Moi, c'est le premier, j'étais élu en 2017, je le vois débarquer, plutôt sympathique le malheureux, pour défendre le budget contre lequel il a voté 6 jours avant. Ça vous résume le total. Et encore une fois, je mets là-dedans droite-gauche. Hein, on ne va pas commencer à faire parce que les uns ont tellement changé qu'on ne sait plus où. Voilà, ça lui a valu d'ailleurs d'être chassé du Parti socialiste, Olivier Dussopt. Hein. Donc ça, c'est révélateur aujourd'hui de ce qui se joue là devant. Donc mais c'est pas versatilité, une forme d'irresponsabilité face aux enjeux d'un budget. Et bien entendu. Mais surtout que l'État soit là où il doit être et qu'il arrête d'être là où il ne doit pas être. Aujourd'hui, en termes d'entreprise, qu'on simplifie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe.
Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. La priorité sanitaire maintenant, c'est de m'assurer. Les moyens de l'État ont été mis en très grande partie et en priorité sur le soutien à l'activité économique et sur la crise sanitaire, mais le reste de l'activité politique a été congé. Et là, il y a une forme de rattrapage où Emmanuel Macron va 288 000 personnes sans emploi total ont trouvé un emploi depuis les 6 mois. Oui, mais Emmanuel Macron va voir un peu toutes les corporations, tous les dossiers qui n'ont pas été traités. Et puis par ailleurs, il occupe le terrain parce qu'il sait bien que s'il est partout, eh bien, l'opposition est nulle part. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette question dépenses, carnet de chèques d'un côté, critique de la droite, et puis investissement. C'est vraiment, on a presque le sentiment que Emmanuel Macron a préempté cet argument. Vous voyez ce que je veux dire? J'investis pour l'avenir du pays, Stéphanie. Voilà, alors ça, c'est effectivement, c'est un objectif. Il faut savoir qu'en France, en fait, le premier budget qui est rogné quand ça va mal, ça reste quand même l'investissement. On a plutôt tendance à aller vers les dépenses de fonctionnement et les dépenses sociales que les dépenses d'investissement. Alors maintenant, l'Europe nous a donné une espèce de nouvelle ambition avec ce plan de 750 milliards où on investit dans les secteurs de demain. Et ça, on en a véritablement besoin. Tous les pays membres ont besoin de se développer sur la transition écologique, le numérique. Au niveau français, hexagonal, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. On est bien sûr trop petit pour faire concurrence aux États-Unis ou à la Chine. Donc il faut s'allier à l'Union européenne. Donc il ne faut pas se tromper de débat. La France, si elle peut faire quelque chose, c'est plutôt diminuer ses dépenses publiques qui restent quand même à 56% toujours du PIB et qu'on reste quand même le pays qui a les dépenses publiques les plus élevées. Et nos recettes, eh bien, on compte sur la croissance, mais là encore, ça reste encore, ça dépend de notre capacité à faire des réformes en face. Oui, surtout que pardon de vous interrompre, mais le mandat d'Emmanuel Macron a commencé par des baisses d'impôts. Et d'ailleurs, on est ici même hier soir, on a rappelé ce que les baisses d'impôts avaient donné comme pouvoir d'achat à pas mal de ménages français. On n'a jamais vu un exercice budgétaire aussi hors norme. Il a eu une chance incroyable, c'est qu'il a commencé son mandat avec des baisses d'impôts massives, on l'avait sur les ménages, sur les entreprises, et après, au moment où il fallait en contrepartie aller vers la baisse des dépenses, 2020, crise sanitaire, et là, on ouvre le chéquier, toute l'Europe, tous les pays européens. Et donc, finalement, la rigueur budgétaire, Emmanuel Macron ne la connaît pas. Il n'a jamais pris une mesure visant à assurer une forme de rigueur budgétaire. Il avait ramené le déficit à moins de 3%. Pour les étudiants. Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est majeur? Est-ce qu'on s'en souviendra? C'était symbolique. François Patria, on avait ramené le déficit à moins de 3%. On est arrivé à 2,9%. Personne n'y était arrivé avant. On avait ramené le chômage à 8%. On a les chiffres, tiens, on va aller regarder les chiffres du déficit, mais allez-y, continuez rapidement, on va regarder les chiffres. Ceux qui étaient avant la crise. On était arrivé avant la crise, on était arrivé à moins de 3%, effectivement. On était arrivé et on a baissé de 2 points les prélèvements obligatoires. Et on a baissé les impôts comme personne ne les a baissés. Et on a beaucoup réformé le pays, contrairement à ce que dit M. Hugonet. Effectivement. Donc je viens à la question de la réforme et de l'investissement. Effectivement, on voit ce niveau de déficit public. 2,3 c'était 2018. Aujourd'hui, 8,4 et prévision pour l'année prochaine, 4,8%. Ça, c'est le déficit. Et on peut regarder la dette. La dette, on était à 100% du PIB en 2017. On est à 118% du PIB aujourd'hui. Dans votre chronique, Mathieu, tout à l'heure, vous disiez que sous Jospin, on était à 60%, c'est ça. Donc ça a pratiquement doublé. C'est un peu c'était même dans les fameux critères de Maastricht. Bah oui. C'était obligatoire. C'était la règle était 60%. Oui, mais c'est obligatoire, c'est 600%. Je suis pas sûr qu'on ait envie de retrouver la société de l'époque. Oui, je sais bien, François Patria. Mais justement, la question du choix de société, ça, je trouve ça passionnant, Jean-Raymond Hugonet. C'est peut-être le moment. On parle d'investissement. En tout cas, c'est l'argument de l'exécutif. C'est le moment d'inventer une nouvelle société. Bien sûr. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Malheureusement, non. Certaines personnes y réfléchissent sans vouloir faire de pub. Je n'ai pas d'action ni dans sa société d'édition, ni avec lui. Mais il y a un garçon qui s'appelle David Jaiz. C'est drôle parce qu'on l'invite dans quelques jours. Donc voilà. Ça nous passionne. Voilà quelqu'un d'extrêmement brillant, et pas brillant pour être reluisant, mais brillant parce qu'en profondeur, il a compris et il explique comment le modèle qui a été à son paroxysme sous Georges Pompidou, comment ce modèle aujourd'hui ne peut plus fonctionner, il faut en réinventer un. Mais quand on réinvente un modèle, ça peut être satisfaisant intellectuellement, la preuve par 4 de ce qui ne va pas financièrement, vous la comprenez quand vous êtes élu local. Quand j'ai été élu maire pour la première fois en 2001,
j'ai compris qu'il fallait présenter un budget en équilibre et en fonctionnement, recettes et dépenses, et en investissement. Voilà. Si je ne le faisais pas, l'État, par la voie du préfet et des services déconcentrés de l'État, me tapait dessus et refusait mon budget. Donc l'État qui oblige toutes les communes de France à avoir une gestion saine... C'est la loi. Ben heureusement que c'est la loi. Ben heureusement que c'est la loi. Mais il ne s'applique pas la même... Voilà, il ne se avec la même énergie. Surtout pas. Et il dépense sans compter, encore une fois. Non, mais les collectivités locales se tournent-elles pour payer? C'est toujours à l'État. Non, l'État vient de faire main basse, parce que quand vous dites que... Mais je reviens sur la question de transformation du pays. Oui. Je voudrais que vous restiez sur cette idée-là, parce que comme ça, François Patria pourra répondre. Est-ce que ces dépenses, au-delà de la campagne électorale, je suis d'accord avec Mathieu, mais est-ce que ces dépenses sont potentiellement un levier pour transformer notre pays? Je vous le dis clairement, Madame l'a dit, si vous ne faites pas les réformes de fonctionnement, l'investissement n'est pas le problème. Dans un ménage, si vous êtes fou, vous investissez n'importe comment, vous vous empruntez, vous êtes surendetté, après vous passez à la trappe. C'est le fonctionnement qui pose problème. Et c'est là où je reviens sur le fait que l'État est omniprésent dans des secteurs sur lesquels il ne devrait plus être. Et en revanche, il a déserté. L'économie. Aujourd'hui, il y a une mesure économique que tous les patrons, grands, petits, moyens, attendent, c'est la baisse des charges sur les salaires. Il n'est pas normal aujourd'hui que les salaires soient tellement chargés en France. C'est tout. C'est impossible. On en crève. L'économie en crève. Il n'y a quasiment plus de charges. Mais écoutez, attendez, sur les salaires, il n'y a plus beaucoup de charges aujourd'hui. Mais le surcroît, on a baissé les charges sociales pour les salariés, ce qui fait un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 250 € par an. Mais qu'est-ce qui changerait la vie ? Ce qui changerait la vie en France, si demain le travail remplaçait l'assistanat. Si les gens disaient je gagne plus, ce que fait Macron depuis 5 ans, je gagne plus en travaillant qu'en étant assisté. Ça, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est la philosophie de cette réforme. Non, mais inciter les gens à aller travailler, parce que tout ce que vous dites dans la rue, mais les gens ils viennent pas, ils gagnent autant quand ils restent chez eux que quand ils sont travaillés. Ça changerait la vie. 2, l'innovation. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait ce gouvernement. Ça fait 5 ans. Mais qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement avec la prime pour l'emploi? Écoutez, je connais des jeunes qui aujourd'hui gagnent plus et qui travaillent plus, ils vont pas au chômage parce qu'ils ont la prime pour l'emploi qui a été doublée. On l'a fait, vous l'avez oublié, mais non, moi j'oublie pas. Je regarde le résultat. C'est tout. Je juge sur pièce. Le résultat aujourd'hui, c'est que le chômage des jeunes a baissé. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui s'investissent. C'est que le chômage est revenu à 8%, alors que tout... On est revenu maintenant à 2008, hein. Attendez, on est au début de Sarkozy. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les crises qu'on a connues, on nous prévoyait des faillites, du chômage de masse. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs qui cherchent à pouvoir employer qui ne peut l'employabilité. Aujourd'hui, il y a plus de gens en formation au chômage aujourd'hui qu'il y en avait avant pour réussir. Donc, ce qui changerait, c'est la valeur travail, c'est l'innovation. Je pense que la France a eu des retards longtemps sur la recherche, l'innovation. C'est là qu'on créera les richesses de demain. Mais alors, prendre toujours des exemples ailleurs. Moi, je suis toujours étonné par cette fascination qu'ont les opposants et les Français à aller regarder à l'étranger ce qui se passe. Hein. On l'a fait avec la vaccination. Souvenez-vous au début, les Allemands, les Anglais, les Israéliens. Tout. Puis aujourd'hui, on est les premiers. Bon. Voilà, c'est comme ça. Mathieu Croissant. Vous posiez la question de quelle transformation de la société. Oui. Le problème, c'est qu'on a une addition de mesures. Alors, on peut dire saupoudrage, pas forcément du saupoudrage, mais cette addition de mesures ne fait pas un projet. On ne connaît pas le projet de société d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut... Il s'est fait élire, on le sait dans le contexte dans lequel il s'est fait élire, on sait sur quel mot d'ordre il s'est fait élire, on sait avec quel électorat il s'est fait élire, mais depuis, il a mené une politique différente de ce qu'il avait... Protégé, libéré. Oui, mais c'est un peu court. Est-ce qu'il veut une société plus ouverte? Est-ce qu'il veut une société plus protégée? Est-ce qu'il veut une société plus égalitaire? Est-ce qu'il veut une société plus libre? Personne ne connaît le catéchisme macronien. C'est un peu le en même temps. À part Emmanuel Macron lui-même, c'est très difficile aujourd'hui. Il n'y a pas de vision. Alors, c'est pour ça que cette campagne elle démarre par des mesures, elle démarre pas par un projet. C'est peut-être un peu les choses à l'envers, parce qu'il faut d'abord exprimer une vision, et ensuite les mesures viennent étoffer ce projet. Et là, pour l'instant, on est plutôt dans une démarche inverse. Un mot de réponse, François Patria, et puis ensuite on vient à la dette quand même, parce que comment il va bien falloir la rembourser et comment. François Patria. Non, j'ai pas d'élément de réponse à ce qui est effectivement. C'est sûr, le manque de vision quand même. C'est ce que dit Mathieu Croissando. Le problème de la vision, Emmanuel Macron l'avait bien dessiné dans Révolution à l'époque. Aujourd'hui, alors il est pour une société beaucoup plus égalitaire, plus performante, où la valeur travail existe le mieux, plus libérée, bien entendu, parce que je crois que dans ce pays, et puis en plus il y a des transformations à faire. Je vous en donne une par exemple. Moi, je pense qu'il faudra une nouvelle réforme des collectivités territoriales. On ne peut pas demander à un chef d'entreprise aujourd'hui d'aller voir le maire, la commune, le canton, la chambre de commerce, la chambre des métiers, le département, la région, l'Europe. Il faudra bien changer. Ça, c'est des lourdeurs qu'il faut supprimer. Ça, on doit le faire maintenant. Souvenez-vous de l'époque. On doit le faire. C'est des choses comme ça qu'on peut faire aujourd'hui. Choc de simplification. C'est une vision. Non, mais
Vous savez, quand j'ai été ministre il y a 20 ans, j'étais déjà ministre de simplification. Alors, mais on en fait beaucoup et les gens ne voient pas parce que dans le même temps, on fait de la nouvelle norme. Je suis d'accord avec vous. Bah, oui, on empile les nouvelles lois. Voilà, donc on arrive, c'est un peu compliqué, on simplifie d'un côté, on empile de l'autre. Emmanuel Macron est en train de cramer la caisse, c'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Pécresse. Tiens, on réécoute Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui concentrent, alors ils sont aussi en campagne électorale, mais qui concentrent les critiques sur le chef de l'État. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire gagner la droite. Et nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022. Le quoi qu'il en coûte, pour les Français, il est fini. Le quoi qu'il en coûte, pour la réélection d'Emmanuel Macron, il ne fait que commencer. Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France. Mais Allez-y, monsieur le journaliste, faites votre joli métier. Ça commence bien. Monsieur le Premier ministre, vous êtes de droite. C'est vrai. Tu pourrais dire, ma première priorité sanitaire, maintenant, c'est de m'assurer que tous ces moyens sur tout le territoire, ils soient totalement utilisés au mieux. Tu as vu, c'est éjectable. C'est éjectable, je le sais depuis le début. Si tu sais pas ça en étant Premier ministre, vraiment, il faut faire autre chose. C'est moi qui te filme assez régulièrement depuis 2 ans. Tu vois vieillir. Eh oui. Est-ce que tu vas être président de la République quand tu seras grand? La première fois, tu avais répondu par un éclat de rire. Ouais. Ça te fait moins rigoler maintenant. Oui. Édouard, mon pote de droite, 3e épisode aux manettes. Samedi à 20h sur Public Sénat. Une rigueur qui est plus importante. Oui, allez-y. Et le risque, en fait, qui est inaudible pour le public, mais c'est véritablement ça. Il y a des normes à respecter, une rigueur budgétaire et que Bruxelles est là pour surveiller. Donc Bruxelles, à un moment, va devoir surveiller. Et puis la BCE va arrêter aussi de financer. Et donc on va se retrouver un peu seul face aux autres pays européens avec des budgets à présenter et on devra véritablement cette fois-ci annoncer des réformes. Et là, les Français, s'ils comprennent pas et s'ils croient encore que l'argent magique est infini, parce qu'on est en train de leur faire croire ça, et le réveil social va être brutal. Et il y a un risque social, c'est qu'on n'a pas expliqué qu'aux Français, au bout d'un moment, il va falloir que la facture soit payée. Allez, il nous reste un peu moins de 5 minutes pour peut-être savoir où sont les leviers d'économie pour un retour à une forme d'orthodoxie budgétaire. Je me tourne vers vous, Jean-Raymond Hugonet. Vous dites qu'il faut baisser les charges des entreprises, très bien, mais ça coûte de l'argent au budget de l'État. Donc où est-ce que vous trouvez des économies, vous? Mais écoutez, vous reprenez toutes les analyses, tous les rapports produits par le Sénat chaque année, également de la Cour des comptes. Oui. Et vous avez, alors on pourrait prendre le détail de, même si c'est une goutte d'eau dans le budget, mais pensez-vous qu'aujourd'hui la France ait besoin de 43 ministres dont on ne connaît ni le nom, ni les responsabilités? C'est une goutte d'eau dans les budgets. Non, mais vous prenez le budget... On pourrait faire la liste des ministres à l'époque de Nicolas Sarkozy. En général, au début, il en faut moins de 20 et une parité. Et puis à la fin, il y en a 40. La parité est toujours là, mais il y en a 40. Vous voyez, par rapport aux petites phrases de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, vous avez oublié d'ailleurs un des candidats, et c'est le candidat que je soutiens, mais Michel Barnier ne dit pas du tout ça. Lui, il veut faire gagner la France. Avant de faire gagner un camp politique. C'est la France qui doit gagner. Tant que ce n'est pas la France qui va être rassemblée, qui va se penser collectivement, on ne peut pas en sortir parce que les uns et les autres vont faire l'autruche. Et ce qu'a dit madame est parfaitement juste. Ce qui nous pend au nez... Ok, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Vos leviers d'économie prioritaires, c'est quoi? Les leviers d'économie, je vous l'ai dit, le pays investit massivement dans des secteurs sur lesquels il ne devrait pas être aussi présent.
l'économie, par exemple. Mais donc, quelle mesure, qu'est-ce qu'il faut supprimer? Quelle aide faut-il supprimer? Il y a un enchevêtrement de mesures, chaque gouvernement remplaçant le sien. Et puis, il y a une mesure aussi, parce que agir, c'est bien gentil, mais la réforme principale que ce pays doit accomplir, on passe à côté, c'est la réforme des retraites. Très bien. Il faut mettre le pays à ce moment-là, pas à feu et à sang, mais autour de la table, reconnaître des professions qui sont des professions particulièrement difficiles, qui ne doivent pas être traitées de la même manière. Tant que cette réforme-là ne sera pas traitée, je peux vous garantir qu'on aura des demain difficiles. Mathieu Hameau et François Patria. On parle de choses différentes, parce que la retraite, c'est quand même le budget de la protection sociale et le budget de l'État, même si on peut additionner. Ça pèse quand même. En termes macroéconomiques, le premier poste budgétaire de l'État, c'est quand même la charge de la dette. Et ensuite, c'est la masse. Bien sûr. Non, plus maintenant. Il est avec un taux, c'est le remboursement. Si bas, mais c'est les remboursements. C'est les remboursements. Non, la charge de la dette est absolument pas un des budgets qui pèse le plus actuellement sur le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé. Ensuite, le remboursement a toujours été devant le budget du ministère de l'Éducation. Ah non. Le remboursement de la dette. Non, mais c'est vous qui. Je suis amende honorable, c'est vous qui le savez, bien sûr. Et sinon, c'est la masse salariale, c'est sûr. Et c'est essentiellement les grands ministères. Et puis, donc, il y a l'éducation, 1 million de salariés quand même. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on veut couper, tailler dans les effectifs? Je ne suis pas certain. Après, c'est des choix, mais les gros leviers, ils ne sont pas forcément. Je me tourne vers les maires des économies. Dernier mot. Quand on va dans les villes nous demandent tous, à Dijon partout, plus de policiers. Plus de moyens pour la police. Ils demandent des policiers en plus. Quand on va, plus d'hôpitaux de proximité, plus de maisons de retraite, etc. Tout le monde. Les maires qui disent qu'ils ont l'économie budgétaire, j'entends bien, mais ils ont tous leurs investissements subventionnés entre 50 et 75% par qui? Par l'État ou par la région, le département. Donc, ils peuvent bien effectivement le faire. Alors, ensuite, diminution. Moi, la seule dépense qui permettrait aujourd'hui, c'est le chômage. C'est le chômage. Si on fait diminuer le taux de chômage, là, on dépense vraiment les dépenses de l'État à travers l'UNEDIC. Alors là, vraiment, on dépense vraiment. Mais alors, le coût des ministres, permettez-moi une petite plaisanterie. Les ministres ont trop, ok, mais lorsqu'on a voulu diminuer le nombre de parlementaires, députés et sénateurs, 60%, le Sénat s'y opposait radicalement. Allez, on ouvre pas ce débat. Merci. Dans les 10 dernières secondes du débat, on ne peut pas lancer un nouveau thème comme celui-là. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Mathieu, vous restez évidemment avec moi. On passe à notre chronique. Les électeurs ont la parole.